À la base, j'avais un sujet de vidéo dans la tête, mais entre hier et aujourd'hui, j'ai eu tout un débat qui, au final, indirectement relève de où est-ce qu'on tire nos sources pour les informations qu'on a sur le monde en général. Je me suis dit, je vais faire une vidéo là-dessus. Donc j'ai rien préparé du tout. C'est la première fois que je fais ça, genre complètement pas préparé du tout, juste basé sur mes connaissances, sachant que j'ai fait un bachelor en sciences sociales et sciences politiques. Donc quand même mes connaissances, c'est pas juste une personne complètement ignorante, mais je ne suis pas non plus chercheuse en la matière. Donc prenez ça avec cette notion en tête, et ce qui nous amène à un premier truc que je trouve important de mentionner, c'est que dans toute recherche scientifique, qu'il s'agisse de sciences naturelles ou de sciences sociales ou quoi, la position du chercheur ou de la chercheuse ne peut pas être neutre, c'est impossible. Parce que tu es une personne avec ses émotions, avec son vécu et tout, tu peux pas juste complètement enlever ça, faire comme si t'étais un robot et faire ta recherche comme ça, tu vois. De toute manière, ton vécu va rentrer en compte, même juste dans le sujet que tu choisis d'aborder. Le sujet que tu choisis d'aborder, il est dû à tes préférences, à ta sensibilité et tout. Si moi je décide de faire un sujet sur l'Iran, bah c'est parce que je suis iranienne. Après, je peux avoir autant d'objectivité que possible dans la manière de traiter ce sujet. Il y aura toujours une part de subjectivité qui rentre en compte, parce qu'on est des humains. Pareil pour n'importe quelle recherche de sciences naturelles sur le corps des humains, on va dire de médecine, il y a quelques décennies, et peut-être même encore maintenant, mais ça je suis pas 100% sûre, mais on a étudié notamment qu'il y a quelques décennies, les tests se faisaient majoritairement sur des hommes blancs. Et que du coup, il y a plein de choses, plein de spécificités au corps des femmes et au corps des personnes racisées qui n'ont pas été prises en compte parce que les tests ont été faits sur des hommes blancs. Par exemple, je sais que les airbags des voitures, pendant longtemps, je sais pas si c'est encore le cas de nouveau, et je tiens à être précise dans ce que je sais, que je dis parce que je le sais, et ce que je suppose. Donc, je disais que je sais que les airbags, pendant longtemps, ont été testés que sur des hommes, et du coup, ils étaient adaptés aux hommes, et du coup, ça risquait de les blesser plus facilement qu'un homme. Bref. Tout ça pour dire que, de toute manière, c'est impossible d'être complètement objectif dans n'importe quoi qu'on fait, et que c'est important de savoir ça quand on lit quelconque recherche scientifique ou quelconque article de journal ou de revue scientifique ou n'importe quoi. Ensuite, on m'a appris aussi dans mes études que, pour cette fois dans les sciences sociales, c'est important de toujours dans ton étude présenter le point de vue duquel tu pars dans ta recherche. Par exemple, si moi je deviens chercheuse, je fais une recherche, on va dire, ou alors je fais mon doctorat, je fais une recherche, il faudra que je précise que je viens d'un point de vue d'une femme blanche qui a grandi en Suisse, et que tout ça, ça conditionne ma manière de voir le monde. Et il y aura peut-être, si je fais une recherche sur l'Iran de nouveau, il y aura peut-être des points de vue que je ne verrai pas, parce que je n'ai pas toute la compréhension de la réalité des gens qui grandissent et qui vivent là-bas, par exemple. Donc il faudra prendre ça en compte. Ou alors, parce que je suis féministe, j'aurai un certain point de vue, et peut-être que je verrai pas certaines réalités. Ou alors, si une personne est un homme et qu'elle interviewe des femmes, peut-être que les femmes ne seront pas totalement à l'aise de dire tout leur ressenti et tout leur vécu, et que du coup, elles vont donner une certaine version de leur réalité à cet intervieweur homme, qu'on suppose être chercheur, et que donc, il n'aura pas l'entièreté de la réalité. Ce qui est normal, parce que la réalité c'est comme si tu avais un objet comme ça, et que moi par exemple je le vois depuis là, donc je vois les doigts, le pouce et ça là, je sais pas comment ça s'appelle, et que si quelqu'un d'autre fait la même recherche, il le verra depuis là, et que du coup il aura pas le même point de vue, mais c'est toujours la même réalité. Sauf que c'est pas le même point de vue. Et du coup, je pars du principe que la réalité, pour nous en tant qu'humains, en tant qu'êtres vivants même en général, il n'y a pas de réalité, ça n'existe pas, c'est juste des points de vue différents d'une réalité qu'on ne peut prendre comme entière seulement si on prend tous les points de vue, ce qui est quand même très compliqué à faire. C'est aussi pour ça que quand j'entends des gens se plaindre qu'on ne sait pas qui croire dans les médias ou comme chercheurs parce qu'il y a des recherches qui se contredisent et tout, bah ça me semble normal, mais en fait ça me semble normal parce que j'ai fait des études là-dedans et qu'on nous a répété sans cesse ça. Mais je comprends tout à fait que pour une personne qui n'est pas forcément initiée à ces sujets, au fait qu'il faut avoir toujours un regard critique sur tout ce qu'on voit parce que c'est toujours influencé par quelque chose, ça peut être difficile de discerner le vrai du faux, du coup. J'avais envie aussi de présenter un peu comment moi je fais pour pallier à ce truc de que on peut jamais savoir ce qui est du vrai, enfin ce qui est le vrai et le faux,
et qu'il faut avoir un regard critique sur ce qu'on fait. En vrai, je pense qu'il faut même avoir un regard critique sur soi-même parce que, par exemple, moi, si je me renseigne pour une votation, je vais avoir tendance à plus écouter les arguments des camps qui sont généralement du même camp politique que moi. Et du coup, ça, c'est ma subjectivité aussi qui rentre en compte. Et ça fait que je vais prendre en compte plutôt cette partie-là de la réalité et peut-être moins une autre. Pour pallier à ça, moi, ce que je fais spécifiquement dans le cadre des votations, par exemple, puisque j'ai pris cet exemple, c'est de toujours lire tout le matériel de vote. On a un petit feuillet à chaque fois, enfin, ou plusieurs feuillets, qui explique la votation en synthétisé, ensuite qui explique la votation de manière plus complète, et après qui donne les arguments des partisans et les arguments des opposants. Et ensuite, à la fin, on a le texte de loi, de ce qui serait changé. Et du coup, moi je tiens à lire tous ces arguments, tout en entier. Et ensuite, il y a aussi un autre feuillet où on a les suggestions de vote des différents partis. Par exemple, le parti des Verts qui va indiquer pour cette votation, nous on recommande de voter oui par exemple. Et moi je me base sur tout ça pour me faire un avis sur les votations, en plus des débats que j'ai avec les gens et en plus des débats télévisés que je vois. Et pour ça, je me fie plutôt à la RTS parce que j'estime que je connais suffisamment la RTS dans son fonctionnement pour savoir que c'est un média relativement neutre. Même si, comme j'ai dit, il n'y a jamais de neutralité parfaite. Donc oui, je me base sur des outils que la Suisse met en place pour qu'on puisse se renseigner sur les votations. Il y a par exemple l'organisme EasyVote, que je vais systématiquement voir pour une votation parce qu'ils te font des vidéos sur YouTube de genre 3 minutes où ils t'expliquent la votation en bref. Et de nouveau, moi je trouve ça vraiment... J'ai l'impression, limite, ils dépolitisent le sujet. Genre ils prennent un point de vue complètement dépolitisé, après ils présentent le sujet, les arguments des partisans et des opposants. Bref, c'est super bien fait, je trouve. Après, pour ce qui est des médias, vu que j'ai fait des études en sciences sociales et Sciences Po, il y a certains médias que je sais qui sont pas ultra fiables, et j'ai tendance à me concentrer plutôt sur la RTS, tout court, sur Le Temps, la Tribune de Genève, sur les médias comme BBC, qui sont des médias que j'ai l'impression qui sont relativement neutres ou plutôt de gauche, qui moi ça me convient parce que mes valeurs sont plutôt de gauche. Après pour ce qui est des recherches scientifiques, je préfère, je lis la recherche, mais après j'essaye aussi de me renseigner sur quel est le point de vue, quel est le consensus scientifique sur ce sujet. Parce que si la recherche que je lis elle dit ça mais que 99% des autres scientifiques dans le domaine ils disent l'inverse, bah je vais pas me fier sur la recherche que je viens de lire, tu vois. Donc tout ça de toute façon c'est pas simple. Après, faut prendre aussi un peu du recul dans le type... Attends, comment on dit ? Faut prendre du recul quant à quel pays ou quel organisme a émis cette information. Si c'est les Nations Unies, par exemple, je vais tendance à avoir confiance en cette information. Si c'est la Chine ou la Russie, bof. Si c'est la Suisse, j'ai tendance à avoir confiance de nouveau. Mais tout ça, c'est basé sur mes connaissances, sur mes recherches, sur mes études, mais aussi sur ma subjectivité. Donc si t'es quelqu'un qui est plutôt de droite, t'auras pas les mêmes bases de à qui tu fais confiance que moi, tu vois. Après évidemment, c'est beaucoup plus difficile de se faire un avis sur un sujet où t'as aucune base. Par exemple, on a eu une votation sur les cornes de certaines vaches. Genre est-ce qu'il fallait interdire ce type de vache ou pas, ou quelque chose comme ça. Et moi c'est vraiment un sujet, j'en avais aucune idée. Vraiment, je ne savais pas du tout quoi voter, donc je crois que je me suis même abstenue de voter pour cette votation-là, parce que vraiment, je ne savais pas. Et je pense qu'il faut avoir, que c'est très important, d'avoir l'humilité, j'allais dire l'imblesse, ou l'imbilité. Il faut avoir l'humilité d'admettre quand on ne sait pas, déjà partout dans la vie, mais surtout quand on essaie d'émettre un avis renseigné sur un sujet. Faut vraiment, c'est super important, tu peux pas juste te dire, vas-y, je vais donner mon avis sur... je sais pas, sur le mode de vie au Ghana, alors que t'y connais rien du tout et que t'as jamais été au Ghana, tu vois. Et je pense que là, ça relève un peu de la même chose, genre, moi je sais que je m'y connais assez bien dans les questions de féminisme, d'écologie, dans les questions, un petit peu dans les questions d'antiracisme, je me connais assez dans les questions de politique suisse et internationale, et du coup quand il s'agit de ces sujets-là, je peux aussi me baser sur mes connaissances à moi. En plus de ce que je cherche dans les articles scientifiques et dans les articles de journaux et tout. Et c'est clair que c'est beaucoup plus difficile si t'as pas ce genre de connaissances préalables sur un sujet. Et justement, quand t'as pas de connaissances préalables sur un sujet, c'est là que ça peut être intéressant de mettre en place les méthodes que j'ai dit auparavant. Que ce soit EasyVote, les articles de journaux, les articles scientifiques, les matériels de vote, aussi les débats que tu peux avoir autour de toi.
et avoir l'humilité de dire que tu ne sais pas. Tout ça, ça m'amène aussi sur un sujet que de toute façon je voulais aborder en vidéo, qui est justement cette question d'avoir l'humilité de dire quand tu ne sais pas quelque chose. Je pense que c'est très important en tant qu'être humain, mais aussi quand tu veux te faire justement une opinion ou exprimer une opinion sur un sujet important, qu'il soit de politique, ou sur le Covid, ou sur n'importe quoi. Je m'explique. Déjà, c'est une habitude que j'ai prise depuis que j'ai environ 15 ans, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des fois où on parlait d'un sujet, et moi, la première réaction instinctive qui me venait à l'esprit, ma première opinion instinctive, c'est celle-là que j'exprimais. Et je me suis rendu compte que c'était tout à fait possible que quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard, ou mois, ou années plus tard, je sois plus informée, et que je me dise genre merde, mais qu'est-ce que j'ai dit? Et que du coup, je regrette d'avoir dit ça. Et je trouve que c'est donc important d'admettre que quand tu sais pas, tu fermes ta gueule. Je pense que c'est un truc que beaucoup plus de gens devraient intégrer comme notion, parce que beaucoup de gens donnent leur avis sur des choses qui n'ont aucune idée. Comme par exemple, moi, je vais pas m'amuser à parler d'économie, parce que vraiment je suis nulle en économie, je n'y connais rien du tout, donc je vais laisser quelqu'un d'autre soit en parler, soit m'éduquer au maximum, et ensuite je vais peut-être donner un avis. Les gens qui disent que, je sais pas, le racisme ça existe plus, on exagère là-dessus et tout, qu'est-ce que t'en sais? Justement, c'est justement typiquement un sujet où je trouve que c'est hyper important de ne pas parler si tu ne sais pas. Et encore plus pour un sujet comme ça où il s'agit du vécu de certaines personnes. Et si tu n'es pas une personne racisée, tu peux pas savoir si réellement c'est grave ou pas. Faut d'abord te renseigner, écouter les personnes en question pour ensuite ouvrir ta gueule, tu sais. Comme dans la dernière vidéo que j'ai faite, c'est ce que je disais de le micro que t'as d'habitude devant toi, tu le donnes à l'autre personne. Et genre tu écoutes ce qu'elle a à dire et ensuite tu peux essayer de relayer sa parole, tu vois. Mais le problème aussi, dans ce point de vue, parce qu'il y a toujours des qualités et des défauts dans tout, c'est que ça arrive parfois que sur un sujet précis, j'ai un avis ferme, mais que j'arrive pas à l'argumenter. Parce que c'est un sujet que je connais pas suffisamment. Par exemple, il y a certaines problématiques assez spécifiques des personnes LGBT, IQ+, que je connais mal, et que du coup, instinctivement, quand quelqu'un, je sais pas, imaginons, d'homophobe ou de transphobe me présente ces arguments qui sont souvent pas des bons arguments du tout, qui sont basés sur de la discrimination. Mais parfois quand ces personnes me présentent un sujet et attendent une réponse de ma part, c'est là que ça devient difficile pour moi de me dire je sais pas, et d'admettre à ces personnes que je sais pas. Mais je trouve ça quand même très important parce que déjà pour pas dire quelque chose de bête, mais en plus je pense que ça montre aussi à cette personne que je vais pas juste dire de la merde et je vais essayer d'avoir un avis et d'exprimer un avis construit. Et du coup, j'ai tendance à, quand c'est ces situations-là, juste dire bah franchement je sais pas, je suis pas suffisamment renseignée, je veux pas parler d'un sujet que je connais mal et dire des bêtises ou mal représenter la cause des personnes LGBTIQ+, par exemple. Par exemple, il y a quelques semaines, on m'a présenté la question du lien entre changement climatique et les personnes LGBT. Et ça, j'en avais jamais entendu parler. Et à première vue, je me suis dit mais ça a rien à voir, je comprends pas. Et au final, je me suis renseignée un petit peu plus et j'ai compris que l'argument présenté pour faire ce lien, c'était que une fois que le changement climatique sera pas à son apogée, mais qui sera vraiment problématique et qu'on devra se battre pour nos survies et se battre pour avoir des vies décentes, bah c'est à ce moment-là, comme on l'a vu beaucoup de fois dans l'histoire et que j'ai vu aussi ça dans mes cours, c'est à ce moment-là que on va faire moins attention aux droits des personnes minoritaires, que ce soit minoritaire en termes de nombre ou en termes sociologiques, ou aussi les droits des femmes ou les droits des personnes racisées, et que c'est pour ça qu'il y a un lien finalement, que le changement climatique c'est aussi un danger pour les minorités dans ce sens-là, parce que quand on sera au pic de la crise climatique, on prêtera moins attention aux autres sujets et que du coup ces personnes pourront se retrouver fragilisées plus que maintenant. Du coup par exemple sur ce sujet-là, c'était un sujet où je me suis dit instinctivement mais je comprends pas le lien, mais j'ai fait l'effort d'admettre que c'est parce que je n'en savais rien en fait, ce qui est pas facile au début, surtout au début, mais vu que ça fait genre 10 ans que je fais ça, ça va. Et du coup, j'ai admis que je savais pas et je me suis dit mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je me suis renseignée et après je suis revenue vers la personne qui m'avait exposé ce sujet en me demandant mon avis pour lui dire ok bah maintenant j'ai compris ce que la personne voulait dire et là j'ai pu un petit peu plus émettre un avis et c'était très intéressant et j'adore ce genre d'exercice. Je me rends compte que j'ai été un peu plus construite que ce que je m'attendais pour une vidéo qui a zéro
qui est pas du tout écrite, pas du tout prévue, j'ai l'impression que j'ai pas trop dit de la merde. Si ça se trouve au montage, je vais me dire genre mais il y a tellement à couper parce que tu dis n'importe quoi. Mais ça devrait pas. Je suis plutôt fière de moi. Donc bah voilà pour cette vidéo. Ça me fait trop plaisir de discuter de ça avec toi. C'était pas une vidéo recherchée, mais ces derniers temps j'ai tendance à faire des vidéos un peu moins recherchées parce que j'ai moins le temps. Et aussi parce que ça me pousse aussi à me baser sur mes connaissances, parce que finalement j'ai fait des études dans les domaines desquels je parle, et donc j'ai pas besoin tout le temps, systématiquement, de ne pas me faire confiance et de chercher des ressources sur lesquelles me baser pour dire ce que je dis. Donc voilà, c'est un effort aussi, enfin c'est un exercice d'amélioration de la confiance en soi et de sa légitimité. Voilà. Et j'espère que ça t'a intéressé. Je t'invite à me donner ton avis en commentaire, parce que c'est intéressant comme débat. Je pense qu'on peut avoir, enfin tu peux peut-être aussi me faire changer d'avis ou me rendre compte de choses que j'avais pas prises en compte, et inversement. Et voilà. Du coup, on se retrouve en commentaire. Laisse un like, partage cette vidéo aussi pour que j'ai un peu plus de visibilité. Et puis à dimanche prochain, à 15 h comme d'hab.